Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, Anne-Hélène Moncani, je suis psychiatre à Toulouse, chef du pôle de psychiatrie au milieu pénitentiaire, responsable d'un CRIAPS et présidente de la Fédération française des CRIAPS, donc centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. En quoi consiste la mission des CRIAPS? Les CRIAPS, donc centres de ressources qui dépendent des hôpitaux, du ministère de la Santé, avec 5 grandes missions: formation, recherche, documentation, animation du réseau santé-justice. C'est vraiment l'idée que les partenaires impliqués dans le champ des violences sexuelles puissent travailler ensemble, se connaître et s'articuler. Et appui, et c'est un peu le cœur de la mission des CRIAPS, appui aux professionnels de terrain dès lors qu'il y a une situation de prise en charge d'auteurs de violences sexuelles compliquées ou une situation généralement de violence sexuelle qui souvent met les équipes en difficulté, donc ils peuvent nous interpeller pour les accompagner et les aider à la réflexion, à la prise en charge de ces patients. Et il y a une dernière mission qui s'est considérablement développée ces dernières années, qui est une mission de soutien à la prévention des violences sexuelles et de développement d'outils, de diffusion de ces outils. Le public peut parfois être choqué d'apprendre que les pouvoirs publics déploient des moyens pour prendre en charge et accompagner les auteurs de violences sexuelles. Pourquoi ce volet d'action en fait est-il si important, et la reconnaissance et l'accompagnement des victimes est-il aussi essentiel? Alors, pour nous, la réponse est extrêmement simple. Si on veut éviter qu'il y ait de nouvelles victimes, et c'est ce qu'on vise évidemment, il faut prendre en charge les auteurs pour s'assurer qu'ils ne récidivent pas, et encore mieux, prendre en charge en amont les situations à risque, les personnes plus à risque de commettre des violences sexuelles, en amont de tout passage à l'acte. C'est vraiment là que se situe l'action des CRIAPS. Est-ce que les auteurs de violences sexuelles ou les personnes attirées sexuellement, par exemple par des enfants, peuvent appeler pour demander de l'aide? Absolument, et le constat qu'on fait, c'est que jusque-là en France, lorsqu'ils repéraient qu'ils avaient une attirance sexuelle problématique, ils ne voulaient pas passer à l'acte et solliciter de l'aide, bien souvent ils trouvaient une porte close chez le thérapeute, chez le médecin, voire à la gendarmerie, parce qu'il n'y avait pas d'infraction commise. Donc le paradoxe, c'était qu'ils étaient pris en charge à partir du moment où une infraction était commise, un passage à l'acte était commis. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une ligne d'appel téléphonique pour qu'ils puissent être évalués, orientés vers des soins avant de passer à l'acte. Alors, en quoi est-il essentiel de déconstruire les représentations sociales autour des auteurs de violences sexuelles? Pour être efficace là aussi, c'est vraiment nous, ce qu'on souhaite, c'est être au plus près de la réalité des violences sexuelles. Or, dans les années 90-2000, ce qui a émergé sur la scène médiatique, c'est la figure du monstre pédophile, prédateur, inconnu de l'enfant, dans la rue, ce qui existe malheureusement, mais ce qui est en fait extrêmement rare dans les violences sexuelles de manière générale. On sait aujourd'hui que la grande majorité des violences sexuelles sont commises au sein des familles, de l'entourage proche de l'enfant. Et donc, si on a cette image du monstre prédateur, évidemment, ni les victimes ne peuvent repérer les situations à risque, ni même les auteurs ne peuvent se représenter qu'ils sont en train de commettre des violences sexuelles, puisque l'auteur de violences sexuelles, c'est le monstre différent. Quels sont les outils et les actions qui ont été mises en place en France pour aider les auteurs de violences sexuelles à ne pas récidiver ou à ne pas passer à l'acte? Les personnes qui sont déjà passées à l'acte, alors nous, ça nous paraît essentiel de s'appuyer sur la condamnation judiciaire, et en fait depuis 1998, il y a un dispositif qui est assez original et français, unique en France, voilà, qui s'appelle l'injonction de soins, qui est en fait un soin pénalement ordonné, donc avec une articulation santé-justice très forte, qu'il faut que les thérapeutes qui prennent en charge médicalement le patient peuvent s'appuyer sur un médecin coordonnateur qui est ressource, qui connaît bien cette problématique et qui va faire l'interface avec la justice lorsque c'est nécessaire. C'est vraiment pensé comme un dispositif contenant qui permet d'assurer au mieux la contenance de l'auteur et d'éviter qu'il récidive. Très bien, c'est pour la récidive ça? Oui. Et il y a le dispositif STOP. Et effectivement, maintenant, ça c'est assez bien structuré en France depuis des années maintenant, mais la nouveauté, en tout cas vraiment ce vers quoi on veut tendre, c'est d'agir en amont avant qu'il y ait des passages à l'acte. Et donc là, effectivement, c'est le dispositif STOP, ligne d'appel d'orientation, donc qui en fait la personne qui repère qu'elle a une attirance sexuelle pour les enfants, appelle ce numéro, est orientée vers le CRIAPS correspondant, et à ce moment-là, prise en charge par un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un professionnel de santé qui fait une évaluation très complète et qui l'oriente vers les soins les plus adaptés possibles. Quel bilan tirez-vous de ce dispositif STOP après un an de fonctionnement? Oui, alors il y a eu d'abord une expérimentation sur un an sur 6 régions, et puis depuis effectivement une nationalisation. On a eu 4000 appels.
Alors ça ne correspond pas à 4000 appelants parce que souvent une personne appelle plusieurs fois, mais parmi ces appelants, 60%, d'abord ce qu'on constate c'est que la grande majorité correspondent à la cible, c'est-à-dire des personnes attirées sexuellement par des enfants qui cherchaient de l'aide pour ne pas passer à l'acte, mais aussi parfois des familles éventuellement qui nous appelaient pour être aidées parce qu'elles repéraient qu'il y avait une problématique pour un de leurs proches. Et parmi ces patients, plus de 60% ont pu être orientés vers des soins. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire combien de violences sexuelles ont été évitées, puisque ça c'est impossible à chiffrer. On voit quand ça arrive, on va chiffrer quand ça n'arrive pas. Mais déjà, si on en a évité un passage à l'acte, on est déjà heureux et fiers d'avoir pu mettre en place ce dispositif. Est-ce que vous êtes satisfaite de la journée? On est ravis de cette journée, d'abord parce que la fille à Marseille était assez extraordinaire, la qualité de l'organisation aussi, et puis parce que vraiment on avait à cœur de travailler de façon pluridisciplinaire, systémique, sociétale sur cette question-là, parce qu'on est vraiment convaincus que c'est ça qui fait qu'on va être efficace sur la prévention des violences sexuelles, donc avec des gens qui travaillent auprès des victimes, avec d'anciennes victimes, avec des gens qui travaillent auprès des auteurs, et avec plus globalement les gens qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance et de la prévention de la psychiatrie et de la santé mentale.